Nous sommes à la mi-septembre 1941 et la grande manœuvre que Hitler a imposée à ses généraux semble réussir. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer Moscou direct, il espère par le nord encercler Leningrad et rejoindre les Finnois, et par le sud, en Ukraine, peut-être atteindre le Caucase et de là rejoindre un jour Rommel quelque part en Moyen-Orient. On est donc au zénith des victoires allemandes et loin d'en être heureux, Hitler manifeste son caractère et ses idées par des propos délirants sur les peuples qu'il est en train de soumettre. Il imagine de supprimer 20 millions de Russes. Au camp d'Auschwitz, on expérimente pour la première fois le cyclone B sur des prisonniers. Et les mesures anti-juives commencent à se développer un peu partout en Europe, avec une violence mortelle qui n'a jamais été à ce point délibérée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec André Caspi, qui fait un séminaire à l'Institut d'études politiques sur les Juifs de France et qui va bientôt faire paraître un livre, je crois, au Seuil. Est-ce que vous pouvez, André Caspi, nous dire en deux mots, d'abord, comment se présente cette question des Juifs de France à la date où nous sommes, c'est-à-dire au moment où les grandes mesures sont prises, d'abord à l'Est, mais bientôt chez nous? Eh bien, tout d'abord, il faut faire la distinction entre la zone libre et la zone occupée. C'est-à-dire qu'en zone libre sont prises une série de mesures qui, en principe, s'appliquent à l'ensemble du territoire français. En zone occupée, ces mesures qui ont comme origine Vichy sont consolidées, sont aggravées encore par des ordonnances allemandes. Autrement dit, il faut distinguer les deux zones qui sont séparées par la ligne de démarcation. Et pour les Juifs de France, c'est-à-dire à la fois les Juifs français et les Juifs étrangers, pour l'instant, la vie en zone libre est un peu plus facile que la vie en zone occupée, avec toutefois un rectificatif extrêmement important, c'est qu'il existe dans la zone libre des camps d'internement pour les Juifs étrangers. Ces camps d'internement sont à Gurs, au Vernet, au Mille et en bien d'autres endroits encore, mais pour les Juifs français à proprement parler, la zone libre est une région, est un espace dans lequel on peut encore survivre, tandis que dans la zone occupée, c'est véritablement la zone de tous les dangers et de toutes les menaces. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure à propos des premières manifestations dans les actualités de ce qui est montré aux Français. Aujourd'hui, nous verrons d'abord les actualités italiennes, parce que comme le front du Sud avance très vite, l'Italie est plus concernée par ses soldats sur le front russe, et ensuite nous verrons les actualités de la zone occupée, c'est-à-dire la zone nord. Alla nona mostra internazionale d'arte cinematografica partecipano quest'anno 17 nazioni, comprendenti tutta l'Europa attiva, sana, operante. Tutte le maggiori e migliori energie della cinematografia europea si sono date convegno nella Serenissima, che ha imbandierato finestre ed altane. La gara incomincia con i cartelloni. I ministri Pavolini e Goebbels intervengono al Cinema del Lido ad uno spettacolo riservato alle forze armate. Le bandiere delle 17 nazioni partecipanti. In serata i due ministri assistono alla proiezione dei documentari italiani e tedeschi e del film germanico Ritorno. L'arrivo del Duca di Genova.
la serata di presentazione di Corona di Ferro, la protagonista Luisa Ferida al posto d'onore. La proiezione di un documentario Luce ha iniziato lo spettacolo. Il Duomo di Milano è uno di quei giganti architettonici che si perfezionano nei secoli e nella città ambrosiana, per indicare un'opera che non è mai condotta a termine, si usa dire la fabbrica del Duomo. 4.000 statue di santi, di angeli, di eroi e di re adornano l'insigne monumento. Nel completamento della nuova balconata, la fabbriceria del Duomo ha aggiunto anche le effigi marmoree dell'Augusto Re Imperatore e del Duce, colpite secondo il tradizionale stile gotico in un fiocco della balaustra. La grande diffusione delle api italiane in tutte le parti del mondo fu promossa da apicoltori stranieri, i quali, avendo come termine di paragone altre varietà di api, poterono meglio riconoscere ed apprezzare i meriti dell'ape nostrana. Oggi l'allevamento delle api regine, capostipiti di nuovi alveari, è un'industria che ha raggiunto un notevolissimo incremento nel nostro paese. Ecco per sommi capi come procede l'allevamento. Le larve di api regine sono depositate in apposite celle ed allevate in alveari destinati esclusivamente ad ospitare celle reali. Le api operaie alla ricerca del nettare per la nutrizione delle larve reali. Quando l'ape regina ha raggiunto un completo sviluppo, è traslocata in un nuovo alveare, accompagnata da un gruppo di operaie. Ecco in qual modo vengono spedite le api regine idonee alla creazione di nuove famiglie. La nuova Croazia al lavoro. Piano della bonifica lungo la Sava, per la quale sarà scavato un nuovo letto da Jesenice a Podsude. 50 milioni di cune sono stati stanziati per questi lavori che restituiranno agli agricoltori croati 3.000 jutri di terreno arativo, che la Sava allagava all'epoca delle grandi piogge. L'ingegner Bulic, segretario di Stato per i lavori pubblici, e il signor Mikovic, segretario di Stato per la propaganda, visitano i lavori. La scuola giapponese, fin dai primissimi gradi, è la grande e silenziosa fucina dove gradualmente si forgiano i soldati del sollevante. Amor di patria e vivissimo sentimento dell'onore sono i capisaldi dell'educazione morale. L'istruzione militare si inizia con la vita scolastica. Questi soldati in erba marciano già con uno spiccato senso dell'ordine militare. La tradizionale scherma giapponese, gloria e vanto degli antichi samurai, è insegnata ai più piccini. Nelle accademie navali devono anche imparare con la perfezione di una manovra di scherma come si inforna il carbone. Ces images sont intéressantes. Elles illustrent bien la tension croissante qui oppose le Japon et les États-Unis. Car au fond, pour les Japonais, le principal ennemi, ce sont les Américains. C'est Roosevelt qui a déjà décidé d'imposer l'embargo sur les matières énergétiques, sur l'acier, sur les ferrailles, à mesure que l'expansion japonaise progresse dans la zone du Pacifique et dans la zone de l'Asie sud-orientale. Et alors ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que sont exactement les objectifs du président Roosevelt. Est-ce qu'il veut faire la guerre au Japon ou est-ce qu'il pense
que la priorité des priorités, c'est de résister à l'expansionnisme allemand? La réponse est simple, et je crois d'ailleurs qu'elle a déjà été donnée. Pour Roosevelt, la priorité, c'est au théâtre d'opération de l'Atlantique. Il faut donc, à l'égard du Japon, maintenir une attitude qui soit à la fois marquée par la fermeté et par un minimum de conciliation pour empêcher que la tension ne dégénère en un conflit. Et c'est précisément là-dessus que les historiens disputent, c'est-à-dire est-ce que Roosevelt a suffisamment pratiqué l'appeasement à l'égard du Japon, ou est-ce qu'il a pris des mesures qui sont trop rigoureuses et qui ont poussé les Japonais à devenir des belligérants et en particulier à prendre, comme vous le savez, cette décision de mener leur raid sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. On est là, en somme, déjà entré dans une sorte de débat historiographique sur la politique du président Roosevelt à l'égard du Pacifique et à l'égard du Japon en particulier. C'est une politique difficile à définir, mais qui en même temps montre que de plus en plus, les États-Unis sont impliqués dans ce conflit, ils sont de moins en moins neutres, ils sont véritablement partie prenante sans avoir encore le statut de belligérant. Con le avanguardie di una divisione italiana che passa il Bug su di un ponte di barche. Le colonne motorizzate avanzano superando ostacoli di ogni sorta, in un terreno dove il nemico ha reso più che mai impraticabili le già primitive vie di comunicazione. La vita dei campi riprende il suo ritmo normale. Verso il fronte di combattimento attraverso le fertilissime contrade. I bolscevichi non hanno fatto in tempo a distruggere questi campi di grano. Si trebbia in Ucraina sotto l'occhio vigile dei nostri soldati a dispetto di Stalin e compagni. Più avanti, un aereo rosso abbattuto. Continua l'afflusso di uomini e materiali destinati al fronte marmarico. Scortato dal nostro naviglio da guerra, il convoglio lascia il porto. L'infaticabile vigilanza delle siluranti e delle altre unità di protezione. La navigazione procede celere e sicura. Gli aerei ispezionano a largo raggio le acque. A bordo tranquillità assoluta ed eccellente appetito.
La vigilanza non ha un attimo di sosta. Ogni lembo di mare, vicino e lontano, è tenuto continuamente sott'occhio. Il convoglio arriva a destinazione sul mare che gli inglesi pretenderebbero di signoreggiare. Lo sbarco si compie nel minimo di tempo e con ordine perfetto. Colonne di autoveicoli smistano immediatamente i reparti in arrivo. Armati e rifornimenti sulla balia, verso il fronte. La ascesa del costone cirenaico. Altre colonne si diramano nelle piste desertiche. Appuntamento e smistamento generale al bivio di Acroma. Gli allarmi aerei sono molto frequenti in questo settore. La contraerea entra in azione. Interviene anche la caccia. Due aerei nemici, crivellati di colpi, si abbattono in fiamme sulla spiaggia. Caccia all'inseguimento dei velivoli superstiti. André Caspi, là, ce sont les Italiens qui montrent comment ils ont réussi à franchir la Méditerranée nord-sud. Quelques semaines plus tôt, c'était les Anglais qui voulaient montrer comment ils avaient franchi est-ouest ou est-est. Les pertes italiennes sont assez fortes, 10%, 15%, ce qui est pas mal, bien que ce soit très très près. Et là, c'est un succès qu'ils ont remporté en n'ayant pas de trop d'attaques, trop de pertes dans cette traversée-là. Ce qui est intéressant aussi, et qu'on va revoir dans l'actualité allemande, c'est le problème des Italiens en URSS, puisqu'on va voir une rencontre assez parodique entre Hitler et Mussolini, et qu'on en sait quelques détails par Ciano. Hitler, dans sa victoire, énonce des propos incroyables. Il compare les Russes à des lapins, disant que en Allemagne et les Italiens, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes comme des abeilles, c'est-à-dire qu'on sait travailler en groupe, alors que les lapins ne sauront jamais travailler en groupe. Il faut supprimer tous ces gens-là. Les Hongrois aussi, dit-il. Quant aux Baltes, s'ils comptent sur nous pour l'indépendance, il ne faut pas. Et Mussolini est épouvanté. D'autant plus que Mussolini voit bien que la victoire est grande, mais pas
pas total. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Hitler croit qu'il atteint la victoire, un certain nombre d'événements se produisent dans le monde qui annoncent sa défaite. Parce qu'à peine l'invasion de l'Union soviétique a-t-elle été entreprise par les armées allemandes que les Anglais d'abord, les Américains ensuite, ont décidé d'aider les Soviétiques. Et tout à l'heure, j'évoquais les tensions entre Washington et Tokyo, mais il est évident que la tension entre les États-Unis et l'Allemagne ne cesse pas de monter, non seulement sur mer, mais aussi par l'intermédiaire de ceux des pays qui sont alors belligérants. Et si l'on prend le cas de la France, au moment où Hitler croit qu'il a réglé son compte à la France, le mouvement de résistance prend de l'ampleur. Et il a pris de l'ampleur avec l'attentat de celui qui deviendra le colonel Fabien. Il a pris de l'ampleur avec un autre attentat qui a eu lieu peu avant que ne commencent ces actualités. Et en somme, tout cela montre que lorsqu'Hitler pense qu'il a véritablement la situation, un certain nombre d'éléments annoncent sa défaite. Eh bien, on va le voir au travers des activités de la zone nord, puisqu'au début, elles paraîtront en quelque sorte très calmes. C'est la France éternelle et ses petites fêtes et tout. Et puis, petit à petit, on va voir la tension monter. Le goûter du maréchal. Telle est la nouvelle création du Secours national qui développe chaque jour un peu plus l'activité qu'il consacre en faveur de l'enfance. Après le goûter dans les écoles et les colonies de vacances, le goûter des mères, réservé aux mamans et futures mamans, vient compléter encore l'œuvre de l'entraide du maréchal. Ici, afin de créer, malgré les restrictions, une jeunesse saine et forte, mères et enfants se trouvent assurés de recevoir un supplément d'alimentation rationnel et indispensable. C'est aussi afin de créer un peuple sain et fort que l'Allemagne mène le combat contre la tuberculose. La santé publique allemande, par une action active et méthodique, est parvenue à réduire considérablement les cas de tuberculose. Des examens radiographiques gratuits permettent de contrôler de façon permanente l'état de santé de la population. Joyeuse fête de la vigne se déroule à Dijon. La virtuosité professionnelle des maîtres de chai. Le jeu de la grappe. Classique course au sac. En cette fin d'été, la Bourgogne, selon la tradition, a célébré la vigne, source de sa richesse. Sont montés au fronton de Paris. Tant dans les tribunes que sur la cancha, l'événement est d'importance. Les abbés Plotari, Ariette et Gorteraxu accordent leur revanche aux champions de France à main nue, Durruti et Damestoy. Entreprenants et décidés, les abbés prennent le commandement et alignent des points. À l'avant, le duel est serré entre Ariette et Durruti, tous deux rivalisant de force et d'adresse.
Les champions de France remontent cependant, égalisent, se détachent et les abbés d'Asparène devront s'incliner malgré leur fougue. Sevré de football depuis plus de 3 mois, le public parisien a envahi les tribunes du stade de Paris. C'est en effet la première de la saison entre les deux grands clubs de la capitale, Red Star, champion de zone occupée, et Racing. La forme athlétique n'est pas suffisante à garantir un bon football. Il faut attendre dans chaque équipe que les divers éléments se conjuguent et trouvent une cohésion qui ne s'acquiert qu'avec l'habitude du jeu en commun. Mais aujourd'hui, les spectateurs sont indulgents. Ne retrouvent-ils point leur vedette préférée? Tarui, Jordan, Aston, Simonilli, Iden. Et le résultat, 2-0 en faveur du Red Star, n'a qu'une importance secondaire. Allemagne. Malgré le gigantesque combat déchaîné à l'Est, les chasseurs alpins de l'armée du Reich poursuivent, comme en temps de paix, leur entraînement intensif dans les Alpes bavaroises. Portugal. Le président Carmona rentre à Lisbonne après un voyage d'inspection aux Açores. On le sait, la garnison des Açores vient d'être renforcée et de puissantes fortifications y ont été aménagées. Ces mesures ont dû être prises par le président Carmona à la suite de la menace des États-Unis sur les îles portugaises. Menace prononcée par le président Roosevelt lui-même et qu'une note officielle du gouvernement de Washington, en réponse à la protestation de Lisbonne, a été loin d'atténuer. Le retour du président Carmona revêt une grande importance puisqu'il a permis à la population d'acclamer avec enthousiasme son chef et de lui prouver ainsi qu'il était suivi dans sa décision de défendre, même par les armes, les possessions séculaires du Portugal. Malaise dans le Pacifique. La tension s'accentue entre les cabinets de Tokyo et de Washington. Les citoyens américains quittent le Japon et rentrent aux États-Unis. Peu après l'arrivée du paquebot dans le port même, manifestation anti-nippone. Elle a commencé le 5 septembre et elle s'est achevée le 15 janvier 1942. Disons les choses simplement. Elle est organisée par les services allemands de Paris, c'est-à-dire à la fois par l'ambassade et par la Gestapo. Officiellement, l'organisateur, c'est l'Institut d'études des questions juives que dirige le capitaine Césire. Le but de cette exposition, c'est de montrer aux Parisiens ce que c'est que le véritable antisémitisme. Car pour les Allemands, l'antisémitisme de Vichy n'est pas assez poussé. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors les Allemands insistent sur la notion de race. D'ailleurs, très curieusement, dans le catalogue de l'exposition, que je possède chez moi et que l'on trouve d'ailleurs de temps en temps dans les librairies d'occasion, dans ce catalogue, on trouve le mot race écrit à l'allemande, R-A-2-S-E, ce qui signifie bien que l'origine de ce texte était tout à fait allemande, sans aucune hésitation possible. Le financement est allemand également. Et alors, on se demande si beaucoup de Parisiens se sont déplacés pour aller voir cette exposition. Le capitaine Césille a tenu des comptes, mais ces comptes, il les a un peu truqués parce que ça l'intéressait de montrer qu'il y avait beaucoup de visiteurs, que l'exposition était reçue avec faveur par les Parisiens.
tout compte fait, on s'aperçoit que malgré tout, cette exposition n'a pas remporté un succès considérable. Au maximum, c'est beaucoup, me direz-vous, mais enfin au maximum, il y a eu en l'espace de 4 mois un demi-million de visiteurs. Et là-dessus, il faut bien sûr retenir qu'il y avait des curieux, des soldats allemands, et même quelques juifs d'ailleurs qui, habitant Paris, sont allés voir cette exposition malgré le dégoût qu'elle peut causer. Et cela veut dire que les Parisiens de l'époque, que les Français en général, sont infiniment moins sensibles à l'antisémitisme à l'allemande que ne le souhaitaient bien entendu les services allemands. Ce qui ne veut pas dire que les Français de l'époque sont très sensibles aux souffrances que les Juifs peuvent endurer à l'époque. Ce qui domine, en somme, c'est le sentiment d'indifférence. On ne veut pas aller aussi loin que les Allemands le souhaitent. Les Juifs n'ont pas beaucoup d'amis, mais ils n'ont pas non plus beaucoup d'ennemis. Ils sont dans la solitude. La foire de Paris est inaugurée par le général Bridoux, représentant M. de Brinon, en présence du général Schaumburg et de M. le ministre Schleyer. 14 nations participent à la foire de Paris 1941. Devant cette machine, qui édite le nouveau timbre du maréchal à la cadence de 300 000 à l'heure, M. Dipas, secrétaire général au PTT, vient inaugurer l'imposante section philatélique. C'est en effet la première fois que la philatélie se manifeste à la foire de Paris. Et cette nouveauté connaît un grand succès. Les produits de remplacement sont aujourd'hui largement représentés. Les différentes branches de l'économie nationale, artisans, industriels, commerçants, agriculteurs, ont tenu à soutenir le renom de qualité de la production française. Parmi les nouveautés techniques dues aux difficultés de l'heure, l'industrie du gazogène, dont on peut dire qu'elle est maintenant parfaitement au point. 3000 exposants témoignent ici de l'effort de la France pour maintenir son potentiel industriel et commercial. Allemagne. La guerre sur mer se poursuit inlassablement. Il n'est pas de semaine sans que les chantiers maritimes ne procèdent au lancement de plusieurs sous-marins. Tandis que les nouvelles flottilles sont prêtes à prendre la mer, d'autres sous-marins regagnent leur base après une longue croisière, durant laquelle plusieurs milliers de tonnes de navires britanniques ont été envoyés par le fond. Comme d'habitude, le vice-amiral Dönitz, commandant en chef de la flotte sous-marine du Reich, vient accueillir les équipages. L'amiral remet la croix de chevalier de la Croix de Fer au commandant d'un submersible qui s'est particulièrement distingué. Retour, après une croisière victorieuse, du lieutenant de vaisseau Endress qui fit ses premières armes auprès du célèbre lieutenant de vaisseau Prien. Sur le front de l'Est, le Führer s'apprête à accueillir M. Mussolini. Serre la main de M. von Ribbentrop et du maréchal Keitel. Au grand quartier général du Führer, le général Jodl, chef de l'état-major du commandement des forces armées du Reich, va donner quelques explications sur la progression des divisions alliées. Le maréchal Göring accueille à son tour le Duce.
C'est en avion que les deux hommes d'État se rendent dans le secteur méridional du front, où ils vont inspecter une des divisions italiennes qui combattent en Ukraine. Ainsi s'est terminé ce voyage de 3000 km le long du front. Nouvelle manifestation des liens unissant les deux puissances de l'Axe. Sur le front sud, les forces allemandes sont maîtresses de tout le cours inférieur du Dniepr. Occupation de Kherson et de Dnieprodzerzhinsk autour de Gomel. En Ukraine, la poche se referme, encerclant plusieurs armées soviétiques. Dans ce secteur, les unités hongroises combattent aux côtés des divisions du Reich. Intense bombardement du port de Kherson sur l'estuaire du Dniepr. La préparation d'artillerie terminée, les formations militaires de SS passent à l'assaut. Les lance-flammes entrent en action. Après un combat particulièrement dur, un à un, les fortins bétonnés sont réduits au silence. La bataille se déchaîne avec violence devant le grand centre métallurgique et industriel de Dnieprodzerzhinsk qui abrite les plus vitales aciéries soviétiques. Les Rouges n'abandonnent leur position qu'à la dernière extrémité. Mais bientôt, malgré la résistance ennemie, les armées allemandes atteignent le quartier des Grandes Aciéries. Partout, du matériel abandonné par les armées rouges anéanties. Les formations allemandes poursuivent l'ennemi en fuite, tandis qu'en longue colonne, l'approvisionnement suit les divisions du Reich. Les lignes avancées sont atteintes. Près de Gomel, l'encerclement est achevé. L'étau s'est en effet maintenant complètement refermé sur les restes des armées rouges. La bataille terminée, les troupes allemandes en de nombreux combats locaux réduisent l'un après l'autre les nids de résistance bolchevique.
la Légion des volontaires français. C'est à Versailles, à la caserne Borgnis-des-Bordes, que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. Ces jeunes Français, rentrés pour la plupart dans leur foyer depuis quelques mois à peine, se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. Monsieur Pierre Laval et Monsieur Marcel Déat, Monsieur l'ambassadeur de Brinon, arrivent à Versailles afin d'assister à la cérémonie poignante au cœur de tous les Français, le salut aux couleurs. Au drapeau! Les trois couleurs s'élèvent dans le ciel de l'île de France pour la première fois depuis 15 mois. C'est cette minute même qu'un misérable a choisi pour attenter au jour du président Laval et de M. Marcel Déat. Le gouvernement français a immédiatement fait justice de cet acte méprisable. La veille de leur départ, les jeunes volontaires vont recevoir leur drapeau des mains de M. Deloncle, président de la Légion des volontaires français. Je vous remets ce drapeau. Je sais qu'il sera en bonne main et que vous le conduirez toujours sur le chemin de l'honneur pour le plus grand bien de la patrie. Monsieur le Président, c'est avec la plus grande fierté que de vos mains, je reçois le drapeau de la Légion des volontaires français. Garde à vous. De nombreuses personnalités des deux nations, parmi lesquelles son Excellence M. Otto Abetz, assistent au défilé. Le lendemain, à l'aube, c'est le départ vers le front. Grâce à ces hommes de chez nous qui vont défendre leur idéal, l'idéal de la révolution nationale, la France, elle aussi, combattra pour la défense de la civilisation menacée. Demain, nos trois couleurs flotteront à l'Est, mêlées au drapeau de tous les alliés d'Europe. Demain, la France sera présente dans le combat décisif d'où naîtra l'Europe unie. Oui, André Caspi, il y a 15 jours, les Américains avaient tout de suite fait un sujet sur cet attentat contre Laval. Et là, on l'a presque, je dirais, en direct différé. C'est presque un reportage, comme on en ferait aujourd'hui. On doit rappeler que c'est un indépendant, Colette, un jeune homme qui n'appartenait à aucune organisation, qui a décidé de commettre cet attentat contre Laval et contre Déat, qui ont été blessés, on l'a vu. Et que cette légion, il n'y a pas eu... D'abord, beaucoup de chefs qui sont partis. Il n'y a eu que Doriot, et puis Clémenti, et les autres ont fait des discours. Mais Déat, dans son journal, dit « Moi, je ne partirai pas ». Et le petit nombre des partants est un signe. Cela dit, cet attentat s'ajoute à tout le reste, à tout ce qu'on sait et à tout ce qui n'est pas dit. Oui, parce que par exemple, ce que l'on ne dit pas, c'est que le 20 août, en plein Paris,
il y a eu une rafle de juifs. C'est la deuxième en 1941. Et au cours de cette rafle qui s'est prolongée pendant 3 jours, elle s'est terminée le 23, plus de 4000 juifs ont été arrêtés, des juifs étrangers et des juifs français. Or, ces juifs ont été internés dans le camp de Drancy. C'est la première fois que des juifs sont internés dans ce camp de Drancy, qui est en fait des HLM qui n'ont pas été achevés. Et cela veut dire qu'il y a toute une répression anti-juive qui est mise en place à ce moment-là par l'Allemagne avec l'aide de la France. Parce que qui arrête les juifs le 20 août? Ce sont des policiers français, avec l'aide de la Feldgendarmerie. Ce qui veut dire qu'en fait, on est dans une période où la tension est de plus en plus vive et où la répression s'aggrave. Alors là, il y a une question évidemment qu'on pose, parce que la même semaine en Allemagne, ou plutôt dans l'Est, on en exécute 4000 des juifs. Alors là, nous sommes au premier stade. Alors combien y en a-t-il parmi les juifs arrêtés qui se doutent de l'inéluctable? Et qui s'en doute? Pratiquement personne. Et parmi les autorités... En 1941, pratiquement personne. Simplement, ce que l'on sait de mieux en mieux, à mesure que les mois passent, c'est que des groupes d'action spéciales suivent la Wehrmacht en territoire soviétique et exécutent à la mitrailleuse, au revolver, par n'importe quel moyen, les juifs qu'ils trouvent sur leur passage, en même temps d'ailleurs que les commissaires du Parti communiste. Et leur question centrale pour la France, ces policiers, mais surtout le gouvernement qui gère en quelque sorte ces opérations, que sait-il à cette date de leur futur destin? Pratiquement rien. Pratiquement rien, c'est-à-dire que ce que l'on sait en 1941, c'est que des juifs sont arrêtés, qu'ils vont être peut-être, mais ça n'est pas sûr, expédiés vers l'Est. Le premier convoi de déportation quitte Drancy et Compiègne en mars 1942. Donc en 1941, ce sont des arrestations et on apprend petit à petit le sens du mot rafle. On n'a pas encore compris le sens du mot déportation. Merci André Caspi de cet éclairage. Et on lira ça avec intérêt dans ce livre que vous publiez bientôt, je crois, au Seuil. Merci.